Bah, je vous présente Lucia, architecte non pratiquante et qui va nous expliquer pourquoi elle ne pratique pas. Parce que tu fais travailler les autres, c'est ça? Euh, on ne peut pas dire ça. Parce que parce que c'est la question du collectif C'est la question de qui collectif, ouais, t'intéresse. ouais, qui Donc tu m'intéresse. n'es pas pratiquante en tant qu'architecte qui fait des plans pour faire des maisons, mais Voilà. peut-être, je ne sais pas, tu me diras, parce Voilà. que tu veux que ce soit un processus collectif. Voilà, Voilà. c'était juste des gens de Merci parler. Guillaume. Donc on a parlé de, je ne sais pas si tout le monde était arrivé un petit peu avant à l'Open Circle. On a déjà parlé pas mal de choses hein, autour de l'architecture. Hein. Voilà, moi je vous ai mis cette image-là parce que c'est quelque chose qui compte pour moi. Ça si je l'appelle ça, c'est la maison des Barbapapa un peu. Hein. C'est issu des pratiques des années 70 où on tendait un grillage en acier, on projetait de béton, on mettait un peu de polyuréthane par-dessus. Et hop, puis elle existe encore cette maison, donc elle a un certain âge. Euh, Ça fait partie des constats que j'ai fait pendant mon exercice professionnel, parce que j'ai été architecte, DPLG, inscrite à l'ordre pendant beaucoup de temps. Voilà. Donc j'ai été salariée pendant 17 ans et après j'ai exercé à mon compte pendant 6-7 ans. Euh, Pendant ce temps-là où j'ai exercé d'une façon plus ou moins classique, j'ai essayé de faire des projets pour des gens. Donc évidemment des projets auxquels je croyais, auxquels j'avais envie. Donc voilà, je suis très attachée à la bioclimatique, à l'architecture contextuelle. Donc on parlait de vernaculaire tout à l'heure. Donc c'est faire avec ce qu'on a autour de soi et faire pour les gens qu'on a autour de soi aussi. Donc, voilà. Et en fait, des gens qui ont besoin d'un logement, qui ont envie de quelque chose de bienveillant, de fait pour eux, des choses dont ils ont envie. C'est un lieu de vie, c'est important. C'est important d'être heureux chez soi, qu'on en rentre chez soi le soir ou qu'on travaille chez soi d'ailleurs, ce que c'est passé d'ailleurs avec le Covid. Bon, si je m'évade, c'est pas grave. Hein, j'ai passé. On se rend compte quand même d'un certain moment qu'il est important d'être bien chez soi et que c'est quelque chose d'essentiel. D'avoir un logement bienveillant, agréable, économe. On va parler d'argent aussi, ça coûte très cher l'architecture, le bâtiment. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans ces projets-là, j'ai fait des constats. Cette maison-là, j'ai l'habitude de mettre des images des choses qui sont autour de chez nous. Donc ça, c'est à côté de Pau, c'est à côté de Morlas. Bon, voilà, ça s'appelle Kobioslos, le village. Et en fait, c'est un couple dans les années 70 qui n'avait pas trop de thunes et qui avait déjà beaucoup d'enfants. Et ils ont voulu une maison très simple avec des sortes d'alvéoles pour les gosses, un peu comme ça. Et il y a un architecte qui a fait ça à l'époque. Ils ont fait eux-mêmes, avec la famille, avec un ouvrier, ils ont balancé du béton sur le truc qui s'était un peu effondré, ils ont étayé et tout. Cette maison, elle est très économe en énergie, elle est très agréable à vivre, elle est super belle. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. C'est juste interdit. Toujours pareil, pour un architecte qui exerce à son compte, qui est inscrit à l'ordre, assuré à la MAF, etc., qui a un client en face, qui a envie de quelque chose, qui a très peu d'argent, qui a des envies à eux, on n'a plus le droit de le faire. On n'a plus le droit de le faire en tant que professionnel. On n'a pas le droit de suivre des personnes qui sont en autoconstruction. Or, je trouve qu'aujourd'hui, l'autoconstruction est quand même nécessaire, plus que nécessaire. On doit pouvoir faire sa maison. Avec ses moyens, c'est surtout avec peu de moyens. Et en fait, pareil, je prends le téléphone, j'appelle mon assureur qui rigole à l'autre bout de fil, dans sa tour Montparnasse à Paris. Et en fait, voilà, il y a une série de constats comme ça. Je continue comme ça, on peut pas. Voilà. Ça, c'en était un autre. Ça, c'est un vieil hangar hangalais qui a environ 300 ans, donc qui est en centre-ville de Pau. Aujourd'hui, si je faisais un projet comme ça en tant qu'architecte,
je n'aurais pas le droit. Au moins, il aurait coûté une somme d'argent très importante que les clients n'auraient pas eu les moyens. Enfin, c'est ma maison. Que les clients n'auraient pas eu le moyen d'avoir. Donc, des murs en galets, architecture vernaculaire. Ils sortent du Gave qui est à 15 mètres. Et on empilait des galets et on mettait du sable. Voilà, un peu de chaud parfois, ça dépend des lieux. Donc les murs sont épais parce qu'effectivement il faut les équilibrer, les galets. C'est un savoir-faire qui est perdu quasiment à jamais. Il y en a très peu qui le font encore, quasiment pas. Alors, il était cassé ce hangar. Il y avait les murs en galets qui étaient magnifiques encore, même si c'est une construction qui n'est pas de luxe. Donc ce sont des galets, c'est un mur en galets de piètre qualité, mais il était là depuis 300 ans. Donc le toit est effondré, il n'y avait plus rien, donc on a tout rebâti. Et en fait, les murs en galets, les ingénieurs, ils n'ont pas trouvé de modèle mathématique pour dire qu'il a une résistance mécanique. Donc, pas de modèle mathématique, ça ne tient pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On redouble toutes les structures, on refonde, on creuse la dalle, on fait des fondations, on double toutes les structures, on vient s'étayer sur ce lieu de vie-là qui existait déjà. C'était financièrement infaisable et en plus c'était stupide de dire qu'un mur qu'elle a depuis 300 ans, il n'avait pas de résistance mécanique. Donc ça fait partie des constats comme ça petit à petit que j'ai fait dans mon parcours d'architecte. Donc pas d'autoconstruction, un suivi d'architecte, pas de moyens de s'appuyer sur un mur qui est là depuis autant de temps, pas le droit de faire des expérimentations. Donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette aventure-là, quoi, qui est arrivée à un moment donné à un bout parce que c'était pas possible d'aller plus loin dans ces contraintes-là. Donc évidemment, je n'allais pas inventer l'eau chaude. Je suis allée voir ce que faisaient les autres. Je voulais peut-être juste faire un petit, parce que celle-là aussi c'est une autoconstruction. C'est une auto-déconstruction, réemploi de matériaux, donc reconstruction avec tous les matériaux qui étaient déjà sur le site. Donc déconstruction et réemploi sur site. C'est aussi un architecte qui a fait ça en autoconstruction lui-même. Les gens qui arrivent dans un cabinet d'archi aujourd'hui et qui ont un projet dans les règles de l'art, assurantiel, etc., ils sont allés aux alentours de 1 800 € le mètre carré. Béarn, je ne sais pas, ici ou ailleurs, c'est un prix moyen, quoi. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Évidemment, ça dépend des finitions, de luxe des matériaux. Mais en fait, 1 800 € le mètre carré, 100 mètres carrés, vous voyez, ça va très vite en argent. Alors que l'autoconstruction, les gens ils me disent, mais comment je vais faire, j'ai un travail. Je dis, mais combien t'es payé? T'as quoi? 1 500 €, 1 700 € par mois. Et si tu arrêtes un an de travailler, tu as perdu combien? 17, 20 000 balles, alors que là, tu vas en économiser 150. Donc voilà, il y a toute une série de réflexions qu'on se fait quand on fait les choses nous-mêmes, qu'on ne peut pas faire seul, quoi. Donc, question de collectif. Donc je reviens à l'eau chaude. Je n'allais pas réinventer tout ça. Et donc je suis allée voir les gens qui faisaient déjà des choses un petit peu en tangente du travail de l'architecte. Donc parfois pas assuré, parfois un peu dans l'expérimental, en gagnant très peu d'argent, tout ça. Donc du coup je suis allée écouter des Belges qui s'appellent les Rotor, que les gens de milieu connaissent, qui travaillent depuis presque 20 ans sur la déconstruction et le réemploi de matériaux de bâtiment, et qui ont quand même mis en place un système avec les pouvoirs publics. Ça veut dire qu'ils ont écrit des lois et des choses avec la région de Bruxelles, et ils ont créé un système qui fonctionne aujourd'hui assez bien. Il y a des sites internet, donc c'est Rotor. Ils ont un site Opalis qui est très 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 bien, où tout est très bien expliqué. Donc on est allé les écouter avec d'autres architectes avec qui on discutait et on s'est dit comment on va faire là. Enfin, on était tous plus ou moins dans un constat
pas positif, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas envie de faire dans ce système classique. Et du coup, on s'est mis à réfléchir ensemble et à aller écouter les autres un petit peu. Donc, Patrick Bouchin, qui a travaillé sur le réemploi de matériaux depuis pas mal de temps, qui fait de l'expérimentation avec des populations. Il a fait le projet, il a été partie prenante du projet de la friche Belle de Mai, et il a même trouvé des solutions administratives, donc la SIC, donc se monter un SIC, organiser tout ça, donc une société coopérative immobilière. Donc toutes ces choses-là, elles ont été déjà expérimentées par des gens, donc on est allé les entendre. Les écouter, Patrick Bouchin, Rotor, enfin voilà. Et du coup, pour arriver à un constat, c'est celui-là, bon, mais il faut faire. Il faut faire autrement, il faut faire ensemble. Donc le collectif, évidemment, on était déjà 5 et là on est un petit peu plus nombreux. Donc c'est très très jeune comme projet, hein, ça a 4 ans maxi quoi, par rapport à vous qui avez déjà 10 ans. Et donc, à ces moments-là, ce projet-là, là, que vous voyez, c'est Raphaël Fourqueman, architecte. Il a acheté son hangar, c'était un restaurant. Un restaurant, il y a le drapeau là, c'était un restaurant brésilien qui est dans la rue juste au-dessus de la mienne. Donc on était voisins, on s'était croisés. Et en fait, il a dit, mais moi je commence à travailler déjà avec de la déconstruction et emploi. Donc ce projet-là, en fait, on le voit, là, il y a le restaurant à gauche. Et à droite, en fait, c'est juste la partie qui est au fond, là. Je ne sais pas si on ne voit pas. C'est la partie qui est au fond, là, comme ça. Il a démonté toute la partie de devant, il a débité tous les matériaux, il a tout classé, et il a tout réemployé sur site. Ce qu'il n'a pas utilisé, par exemple toutes les tuiles, il a revendu et ça l'a aidé à payer le chantier. Voilà. Donc on s'est mis ensemble à développer ce projet-là de construction et emploi. Donc on a encore dans l'histoire du collectif, on était des archis au départ. Mais là évidemment il y a des gens qui se greffent, des petites entreprises qui ont envie de commencer à faire des expérimentations, des choses comme ça. Et donc on a fait une grande réunion, on a invité plein de gens, des entreprises, des gens de la mairie, des gens qui sont dans le développement durable à la mairie. Vous ne voulez pas venir nous écouter, on peut faire des trucs ensemble. Donc il y a des entreprises, des archis, il y a des bureaux d'études, il y avait des profs de l'école d'archi de Bordeaux, des étudiants, tout un tas de monde qui étaient là. Et puis voilà, on a discuté toute une soirée pour dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce que vous pensez qu'on peut monter quelque chose ensemble dans la région. Et bien voilà, c'était parti comme ça. Et donc ça, c'est HYDRE, c'est l'interprofessionnel pour la déconstruction et réemploi de matériaux. Et en fait, c'est un projet. Donc toujours encore une fois, les images, c'est tout autour de moi. Parce que je peux trouver de super projets au Japon, en Norvège, enfin à Bruxelles même. Mais je me dis, ça, c'est. Voilà, il faut le faire avec ce qu'on a autour de nous. Et il faut le faire avec les exemples qu'on a autour de nous, parce qu'il y en a. Donc on se dit qu'il faut faire ça, quoi. Donc là, pour ceux qui connaissent Yona Friedman, c'est une lecture qui a provoqué aussi ce déclenchement. Donc Yona Friedman, il travaille sur il y a un ouvrage qui s'appelle L'architecture de la pauvreté, l'architecture de survie, une philosophie de la pauvreté, où il milite pour que l'architecte soit juste quelqu'un qui est là pour conseiller et que les gens ils soient capables de faire des choses par eux-mêmes. Bon, l'image elle n'est pas parlante sur le projet, mais on y arrivera plus loin. Donc il travaille. Ils appellent ça de la prospective. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, créer des sortes de récits sur les villes? C'est la ville suspendue, la ville spatiale. Et après, chacun viendrait avec des choses très simples, genre avec des cercles, comme ça. On fait des cercles, on les met ensemble, on les attache, on met une bâche par-dessus. Et on peut faire une cabane qui vient se greffer là, comme dans un réseau, une sorte de réseau, où il y aurait l'électricité, et l'eau, et on vient se greffer là-dessus. On peut y rester 2 jours, c'est très précaire, mais chacun apprend par soi-même. Voilà. Et en fait, ce travail-là avec les anneaux, en fait, il est très intéressant parce que je suis allée dans une école pour faire des constructions éphémères avec ces anneaux-là. Alors, ce qui est très chouette, c'est que ce sont des tuyaux en plastique, les IRL.
Et en fait, c'est des tubes de bâtiment, quoi, qui ne coûtent pas très cher. Donc, il faut être deux enfants. Un adulte peut les mettre ensemble, mais il faut être deux enfants pour en faire un cercle. Il faut être 4 enfants pour attacher ces 2 cercles ensemble, avec un 5e qui a le scotch. Il faut être 6 pour faire un dé, donc pour faire un premier objet qu'on voit là, dans la photo du milieu. Et il faut être 12 pour les superposer. Et il faut être tout le monde ensemble pour le déplacer. Puis après, on défait tout ça, on range et voilà. Et on a fait une construction éphémère. Et j'ai été très, très, très surprise de tout ce qu'ils ont pu comprendre avec ça. Donc, il y avait des classes de petits, des classes grands, je pense 9 ans, 10, 11 ans. Et vraiment, ils étaient dans l'entraide. Il n'y a eu aucune bagarre, aucune discussion. Tout s'est fait. Si c'est moi qui tiens le scotch, moi j'ai le ciseau, mais ça s'est résolu très vite. Et c'est très intéressant comme on peut, avec très très peu de choses, apporter des données là, dans les écoles comme ça. Et en fait, il faut des petits, il faut que les enfants ils arrivent à comprendre qu'ils sont capables de construire des choses. Bon, là, c'était léger, en plastique, tout ça. Et en fait, j'ajoute tout un travail d'explication de qu'est-ce que c'est que la bioclimatique, qu'est-ce que c'est que de vivre dans un grand immeuble sans soleil ou dans un endroit ensoleillé, ou quel choix on peut faire quand on va être grand, qu'on va vouloir bâtir, combien coûte un mètre carré, par exemple. Ça, pour les enfants, c'est génial, quoi. Tu sais combien ça coûte un mètre carré? Donc les enfants se regardent, sont petits. Donc il y en a, ils vont dire 20 €, comme ça. Et puis on grimpe. Et c'est super rigolo parce qu'après, ils sont choqués. Parce que, bon, là, c'était une école dans un quartier pauvre. Donc je pense que si les parents ils sont au SMIC, bon, voilà quoi, un mètre carré, c'est en mode travail, c'est très compliqué, quoi. Donc ils arrivent à comprendre aussi cette fragilité. Le rapport d'Abbé Pierre, le dernier rapport de l'assaut Abbé Pierre, c'était 12 millions de fragiles, de familles fragiles en France au niveau de logement. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, ils peuvent basculer dans la rue. Et 4 millions de mal logés, donc logement indécent ou pas logement du tout. Donc c'est quand même pas mal pour un pays comme la France, 12 millions de fragiles au niveau de logement. Et qu'on sait qu'il faut beaucoup d'argent, 200, 300, 400 000 € pour une maison. C'est assez inacceptable. Donc voilà, essayer de trouver une demi-mesure là-dedans qui fasse que les gens peuvent trouver quelque chose. Il s'ajoute à ça des difficultés administratives. Donc aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, je ne m'en souviens plus comment tu t'appelles, avec Jonathan, c'est qu'aujourd'hui, il commençait quand même à avoir des gens qui mettaient une yourte dans un coin ou un petit cabanon dans l'autre, machin. Et en fait, aujourd'hui, la loi, elle a évolué et les maires qui ne sont plus d'accord, ils peuvent les virer. Ils peuvent d'abord leur mettre une astreinte de 500 € par jour. Donc, qui était avant de 200, qui est arrivé à 500 et qui est maintenant décidé par le maire. Donc c'est lui qui a ce droit-là aujourd'hui. Donc ça fait poser plein de problèmes par rapport aux possibilités de logement. Non, ça je passe. Donc dans cette recherche des choses que je pourrais faire moi pour faire évoluer toute cette pensée-là qui était la mienne, en fait, je suis brésilienne d'origine et j'avais dans mes étagères un bouquin qui s'appelait Le manuel de l'architecte au pied nu, en fait, qui était un recueil des années 70 d'architecture donc vernaculaire. Donc c'est un archi qui s'appelle, je pense qu'il est vivant encore, il est âgé, qui s'appelle Johan van Lengen, qui était du Pays-Bas et qui est parti au Brésil à la fin de ses études avec tout son bagage théorique de l'architecture, le savoir-faire, etc. Et il est arrivé là-bas pour travailler sur l'amélioration de l'habitat populaire. Et en fait, il tombe dans des bidonvilles ou dans des villages qui font encore du vernaculaire avec de la terre, du bambou, tout ça. Et en fait, il s'est dit « Ah ouais, je crois que c'est moi qui vais apprendre de vous plutôt que vous de moi. Je crois que là, vraiment, il y a un énorme fossé entre ce que je sais et ce que vous êtes capable de faire, vous, avec vos moyens. » Et donc, il s'est dit
juste, il a vu plein de gens qui faisaient plein de choses différentes. Donc évidemment, bambou, palmier, terre, les adobes, les pisés, toutes les façons de travailler la terre différentes. Et il est allé en fait cueillir toutes ces données-là, comme ça. Et il est passé des années à ramasser des données, pratiquement 10 ans. Et il a tout consigné dans cet ouvrage qui s'appelle le manuel de l'architecte au pied nu. Et je me suis dit, je l'ai montré depuis très très longtemps à des gens qui venaient à la maison, des amis architectes, qui me disaient ouais c'est super, qui le feuilletaient, c'est un truc de 250 pages comme ça. Et plein de petits dessins, des petits dessins simples qui montraient comment faire les choses. Voilà, très peu de texte et beaucoup de dessins. Et je me dis il me dit mais comment je fais pour me procurer? Je dis mais il n'est pas en français, il n'existe pas en français, tout ça. Et puis je me dis banco, je le fais quoi. Donc je l'ai proposé à un éditeur qui est de Marseille d'ailleurs, en parenthèse, qui voulait le faire déjà depuis un moment, qui n'avait pas réussi à contacter les auteurs, qui vivent vraiment dans une forêt primaire au Brésil, dans les terres de la région de Rio. Et du coup... Et du coup, voilà, il va sortir bientôt et c'est pas un livre de recettes. C'est pas quelque chose qui est fait pour... oui, on peut apprendre à faire de l'adobe, par exemple, avec de la terre. Donc, tester la terre en la crissant sur les dents pour savoir si ça fait tel bruit en la sentant et en le mettant dans un verre avec de l'eau. Donc, il y a des solutions hyper simples qui n'ont pas besoin d'un bureau d'études, par exemple, connaître la terre qui est sous tes pieds et pour pouvoir l'utiliser en sachant qu'elle va marcher pour faire une adobe. Donc de la terre, crue, qu'on fait des blocs et après on les empile pour faire des constructions. Voilà. Donc du coup, il fait des recettes comme ça, mais surtout, il met plein de choses comme ça les unes à côté des autres, plein de solutions différentes, parfois très simples, très banales, mais qu'on n'y pense pas. Et en fait, c'est plutôt, je pense, un ouvrage d'autodétermination. C'est-à-dire de dire, les autres, ils le font, je crois que je pourrais aussi envisager de le faire, peut-être avec celle-là, peut-être avec celle-là, mais de créer soi-même ses propres recettes pour aller plus loin dans ces quêtes-là, quoi. Et en fait, voilà, donc là, j'avais fait un petit bout de traduction à une époque où on avait monté un autre petit collectif de réflexion à Pau avec des graphistes, dont il y en a certains ici, avec un philosophe, avec voilà, des architectes voilà. Et en fait, du coup, j'avais sorti un petit bout comme ça que j'ai passé très rapidement. Et donc là où il présente son truc, là par exemple, on voit les cactus. Il apprend à découper des cactus, à les faire tremper et à en sortir par exemple un liquide qui fait étanchéité. Et donc les Indiens, ils utilisaient ça depuis très très longtemps. Il y en a partout. Et il dit non mais il faut que les gens ils retrouvent ces choses-là. Donc comme on parlait tout à l'heure pour la cuisine, il est parti le jeune, comme on parlait tout à l'heure du grappillage pour la cuisine, les herbes, les algues, tout ça, c'est de réapprendre à utiliser des choses qu'on savait utiliser autrefois. Donc voilà, ça c'est un des projets qui fait partie de ma tangente dans le monde de la conception architecturale que j'ai fait plus. Donc là, par exemple, c'est un projet assez incroyable qu'il fait avec des sels marins. Donc il construit des objets et avec une batterie de voiture, par exemple, avec les ions, tout ça, il plonge son objet dans l'eau avec des fils de fer et avec la batterie qui est plongée, les sels ils se collent. Après, on le sort, on le laisse sécher et c'est du béton de mer, quoi. Et donc, il y a des trucs comme ça qui sont assez incroyables que je n'avais jamais vus et qui existent et qui se font dans certains endroits et qu'il apprend, qu'il donne comme ça. Et c'est très intéressant. Donc là, c'est la suite de ce projet-là. Et il fait aussi des bandes dessinées. Donc, il fait des bandes dessinées comme ça pour aller dans les villages et dire aux gens de façon très simple comment faire des choses. Là c'est du béton armé avec des bambous, comme ça. Donc voilà, au lieu de mettre des aciers qu'on va acheter à Castorama, eh bien, on met des bambous un peu fins comme ça et on va le travailler avec ça plutôt qu'avec des aciers. Bon, moi je pense que je vais
peut-être pas aller plus loin parce qu'on a commencé hyper tard et que je pense que j'ai dit quand même un peu le fond de ce que je voulais dire. C'est que, voilà, donc en faisant des constats comme ça du métier, j'ai décidé de partir sur un autre projet et donc travailler avec l'autoconstruction, avec le réemploi de matériaux et avec cette littérature-là, voilà. J'ajouterais que donc, du coup la Hydre, c'est l'interprofessionnel pour la déconstruction et réemploi. Il y a un site internet, c'est hydre-64, donc si vous voulez voir ce qu'on fait. C'est très jeune, donc on n'a que 3 ans, l'asso elle a que 3 ans. Mais en fait, voilà, on a dit que ça serait cool que nous, on travaille sur toute la chaîne en fait, du problème. Ce n'est pas d'acquérir des matériaux et de le reposer, c'est de dire voilà, comment on les dépose, est-ce qu'on fait des fiches de dépose qu'on met en ligne pour que les gens puissent les utiliser, parce que maintenant on a ce savoir-faire. Faire des formations, donc former des entreprises à faire ça. Pour évidemment pour les ressources, les matériaux de la planète, parce que quand on enlève une porte d'un côté et qu'on la met dans un autre endroit, franchement, aller encore à Castorama ou à Brico Dépôt, je ne sais pas où, racheter une porte, c'est du bois, donc voilà, c'est extrait, pas souvent dans les bonnes conditions, donc c'est toujours une histoire de préservation de ressources et aussi c'est de créer des emplois où on a l'impression de construire quelque chose, qu'on en est sur un chantier. Voilà, donc une économie plus de proximité quoi, aussi. Donc il y a ça et voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a commencé très en retard. Et il y a Guillaume aussi qui va vous parler de la forêt. Non, tu ne veux pas prendre le relais? Moi, je pense qu'on peut discuter aussi un petit peu, si vous voulez, parce que du coup, j'ai mis très peu d'images par rapport à ce que j'avais prévu. Mais je pense que voilà, l'important, c'était de dire les choses telles que je le ressens. Je ne jette pas la pierre aux architectes, ni au système, mais c'était moi, ma façon de voir les choses. Et en fait, tout à l'heure, c'était drôle parce qu'on a eu une petite conversation, là, le Pain Circle. Et on est parti des algues jusqu'à l'architecture, en passant par la forêt, la cuisine, tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de militance politique, parce que... donc juste pour revenir à la forêt, j'ai fait partie aussi, j'ai fondé un collectif de défense des arbres urbains à Pau. Donc il y a encore beaucoup de projets dans la ville où on va abattre des arbres d'une place parce qu'il y a une racine qui a soulevé un petit truc, que les gens ils peuvent se heurter ou je sais pas quoi. Et donc on abat des arbres adultes, voire centenaires, c'est le cas de Pau alors, il faut le savoir. Donc pour tout minéraliser, que ça soit propre. Et donc notre maire il a été réélu parce que les gens ils disaient la ville elle est propre. Donc voilà, moi j'essayais de me battre contre ça. Et donc on organise avec des botanistes des visites des places à Pau. Donc il y en a une là, voilà, qu'on a sauvée jusqu'à maintenant, où il y a des arbres méditerranéens, donc des arbres d'ici à Pau où il pleut énormément, c'est très humide. Et en fait, ils se sont adaptés d'une façon mais assez incroyable. Et le botaniste pense que l'évolution du climat aussi, le réchauffement, il a prouvé que ces arbres-là qui sont d'ici, ils ont pu s'adapter là-bas. Et il disait même c'est un manifeste végétal quoi, ce qui se passe là dans cette place. Et le couper pour minéraliser, c'était vraiment pas possible quoi. Et donc voilà, donc je pense que toutes ces choses-là sont liées. Donc effectivement, donc on va parler évidemment de petites forêts urbaines, de revégétalisation, de réensauvagement, c'est très à la mode tous ces trucs-là. Et je pense que la synergie végétale aussi dont tu parlais, l'entraide entre les végétaux,
je pense qu'on pourrait rebondir sur ton... J'ai une question, c'est dans tes architectures comme ça, vernaculaires, autoconstruites, il y a un truc qui est important, c'est le vocabulaire, le langage architectural. Et en fait, Yona Friedman, qui travaille sur des éléments, ça répond à toute une tradition en architecture qu'on retrouve à la fois chez les constructivistes russes, c'est-à-dire l'élémentarisme, comment on part d'éléments extrêmement simples, et cette simplicité-là permet une combinatoire extrêmement complexe. Et on retrouve ça aussi dans la tradition japonaise. Par exemple, dans l'architecture japonaise traditionnelle, il y a deux tailles différentes de normalisation, et en fait, il y a une grammaire. Et en fait, réfléchir sur l'architecture vernaculaire, c'est aussi réfléchir sur des grammaires collectives. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a la grammaire collective, il y a la façon d'envisager l'espace. On parlait de temporalité aussi tout à l'heure, d'organicité. Les vieilles villes, elles sont très organiques. On voit le quartier de Panier qui est très découpé comme ça. Et puis après, bim, une avenue, et puis des choses qui se construisent très vite, de façon industrielle, et que ne se superposent pas naturellement, en fait. Qui sont plus violentes, plus bruyantes, plus rapides. Qui sont issus de l'industrialisation de notre société dans tous les domaines, hein, évidemment. Et en fait, juste pour l'architecture japonaise, ce qui est super intéressant aussi, c'est l'économie d'espace. L'économie d'espace, ça veut dire qu'on a une pièce avec les tatamis. Là, on y est la journée, on travaille, on discute, on mange. Le soir, on range ils n'ont quasiment pas de meubles. On range, on sort les tapis, les matelas, là, comment ils appellent les matelas enroulés Non, c'est pas les futons. Ouais, ils sortent des sortes de futons qu'ils ont dans des placards. Ils posent par terre, ils dorment là. Donc il y a une économie d'espace incroyable. Alors qu'on imagine que dans des villes, si on arrive à économiser l'espace comme ça, l'urbanisation serait tout de suite nettement diminuée, quoi. Par rapport à ça, le Japon, c'est un grand exemple d'économie qui va de la production de la forêt, parce que traditionnellement, ils ont organisé une gestion de la forêt écologique avec différentes variétés d'arbres, etc., jusqu'à la production. Et c'est pour ça que ça a été un modèle pour beaucoup d'architectes qui travaillent sur la préfabrication, parce que c'est une pensée générale du paysage. Et il y a des architectes, notamment que j'avais pu voir en Écosse, qu'on appelle d'un mouvement qui s'appelle Reforesting Scotland. Et en fait, c'est pareil, ils ont réfléchi sur l'organisation générale de la forêt et sur une réflexion sur quel type d'essence de bois planter en même temps jusqu'à la production de l'architecture. Et un des types qui a fondé ça, c'était un type qui était ornithologue au départ. Ils étudiaient les oiseaux. Des oiseaux, il est arrivé aux arbres. Ils sont arrivés à toute une équipe comme ça, plus ou moins squatteurs au départ. Et ensuite, ils sont arrivés à réfléchir sur la plantation. Hein. Et maintenant, il est architecte, ce type-là. Il a basculé d'ornithologue à architecte. Et quand il propose une construction, il propose toute une plantation en même temps. C'est vraiment un programme général de plantation. Il est bienveillant. Ah oui, c'est impressionnant. Oui. Mais bon, c'est en Écosse, donc les possibilités, de nord de l'Écosse, les possibilités, enfin, c'est moins cher. Il y a des possibilités qui ne sont pas ailleurs, peut-être, surtout au moment où ils ont commencé. Pour acquérir de la terre pour planter. Par exemple, voilà, etc. Et puis en plus, ils étaient squatteurs au départ, personne ne les a virés, etc., etc. Il y a encore des zones, des moments historiques de possibilités, on va dire. Mais tu vois, l'élémentarisme, pour moi, la réflexion sur le langage, c'est une belle réflexion de qu'est-ce que c'est que le collectif à partir d'éléments de langage élémentaire. Il y a aussi une notion importante, donc tu soulignais le rapport à la temporalité, au temps plus long, etc. Et c'est une question qui se pose aussi pour les processus de déconstruction, en fait. Si j'ai bien compris, c'est très très lent, très long aussi. Ça nécessite aussi
une main-d'œuvre ouvrière plus conséquente. C'est des phases de déconstruction qui peuvent prendre 3 mois facilement, alors qu'on est, nous on dit passer du capital au travail. Tu vois, on a fait l'envers. Maintenant, on va repasser du capital au travail. Là, on est dans des théories voilà, de politique. Quoi. Donc, si tu veux, aujourd'hui, l'entreprise, elle s'endette durablement. Les entreprises en France, elles travaillent aux emprunts. Ils font des emprunts, ils s'endettent et ils payent leurs emprunts. Et ils travaillent comme ça. C'est assez étonnant, en fait. Donc, ils vont acheter des engins, des bulldozers, des trucs énormes pour aller démolir. Ça va être très rapide, effectivement. On va faire beaucoup de déchets, évidemment. Le déchet est un problème énorme pour les municipalités. Donc, ils vont venir très vite. Il va y avoir un type dans le bulldozer qui, dans la journée, va tout démolir. Même des choses qui sont entières. Des fenêtres, des portes, du câblage. On enlève du câblage, les plaques de plâtre. On peut faire un curage complet dans un bâtiment avant qu'il soit démoli. Et en fait, aujourd'hui, donc, il y a un engin qui coûte 200, 300 000 balles avec un type dedans, une journée de travail, alors que nous, qu'on en a fait, bon, les expériences qu'on a fait, on n'en a fait que 4, hein, mais voilà, ils ont été très, on a fait des graphiques pour savoir combien de tonnes on a sauvé de la benne, combien de ressources naturelles ça comprend, combien d'heures de travail on a créé pour des ouvriers, combien on a vendu les trucs. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de bouche à oreille, hein, parce que c'est forcément local. On ne va pas envoyer la porte en Bretagne, quoi. Donc, ça se fait du bouche à oreille, le bon coin un peu, mais voilà. Donc si tu veux, nous, au lieu d'un mec, un jour, bulldozer sur un chantier, c'est 3 mois de travail pour 4 personnes. Donc, tu vois, le nombre d'heures de travail qu'on a créé. On a créé des emplois, en plus. On a sauvé des ressources, on a créé des emplois. On a diminué les quantités de déchets dans les déchetteries. C'est tout bénef, quoi. Vous avez des problèmes de remise en circulation de tout ce que vous avez collecté? Aujourd'hui, non. Non? Aujourd'hui, tout a été soit réutilisé. C'est stocké et puis rediffusé ou... Pour l'instant, on n'a pas de lieu. On est en train de négocier un hangar avec la ville. Pour l'instant, on n'a pas de lieu. Donc, tout a été en flux tendu. Donc, on a fait une étude de ressources. C'est un diagnostic. On a fait un diagnostic ressources. On est allé dans le bâtiment. On a relevé tous les matériaux. Donc, on a tout listé. Le coût neuf. L'impact écologique, le coût qu'on pourrait le vendre pour réutiliser, et le temps de dépose, tout ça on a commencé à faire maintenant. Ça vous sert de modèle? Voilà, donc déjà ça fait un modèle qu'on peut après transmettre, parce qu'on l'a fait. Il y avait la question de modèle économique aussi, hein, parce que nous on a fait tout ça au départ proche de zéro, et tout ça c'est encore une fois de la militance, voilà, pour la ville, quoi. Et en fait, je disais ça pourquoi? Oui, parce qu'on fait des listings de matériaux, on le met en ligne. Donc les gens ils regardent le catalogue et on leur dit entre le jour machin et le jour machin, on est sur place en train de démonter avec les ouvriers, et les gens ils arrivent, ils le prennent et ils amènent chez eux. Voilà, et donc du coup c'est de flux tendu. Après il y a des choses pour lesquelles on n'est pas arrivé à s'en sortir. Par exemple, il y avait des super beaux linteaux en pierre rouge de la Rune, donc très très beau. Alors déjà ça pèse un âne, donc il nous fallait des engins un peu où il fallait être 3 pour descendre un truc, et personne ne voulait les racheter. Alors que ce sont des pierres de très très grande qualité qui sont assez connues, qu'on utilisait vraiment dans des bâtiments de grande qualité. On n'a pas pu le démonter, ils sont partis aux déchets. Parce que personne n'est venu les acheter, et nous, qu'est-ce qu'on allait faire? Ramener à l'appart, quoi, c'est pas possible. Donc il y a ces questions-là d'organisation qui viennent petit à petit. Pour l'instant, c'est de flux tendu, mais évidemment, nous, le but, c'est d'avoir un lieu comme ont d'autres personnes qui travaillent dans la déconstruction.
process comme ça de déconstruction? Comment ça se passe? On en fait, mais encore une fois, c'est à l'opportunité. Pardon? À l'opportunité, on fait ça. C'est-à-dire que, donc comme je disais, dans l'équipe dans laquelle qui compose un peu les membres de l'association, il y a un peu de tout. Tout corps de métier, toutes compétences. Et bon, comme je disais, moi je suis architecte, donc j'ai des projets de maisons individuelles, pas plus pour particuliers, dans lequel je fais principalement de la réhabilitation. C'est plutôt des projets de réhabilitation. Et donc forcément il y a de la déconstruction. Donc là dernièrement, des artisans qui sont aussi donc à la santé, un peu multifonctions, hein, pas ébénistes, mais ils savent démonter aussi. Il y a deux membres artisans avec lesquels j'ai fait plusieurs opérations où on a démonté. En fait, c'est eux qui ont pris le marché de déconstruction. Et comme je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu moins complexe que justement dans le cadre un peu plus marché public et compagnie. Là, on a un peu plus de liberté, donc eux ne sont pas forcément habilités ou assurés pour faire de la déconstruction, mais on le fait quand même parce qu'on sait ce qu'on va en faire derrière. C'est-à-dire, et le client aussi, il est prévenu que ces artisans qui vont déconstruire, donc ils vont vraiment déconstruire et pas démolir. Et ensuite, avec ce qu'on a là, on se fabrique un nouveau projet pendant le projet. C'est-à-dire qu'on a le projet qui est le projet de construction pour lequel on est payé et où on a un but précis. Et avec du coup ce qu'on va avoir comme matériaux sur le moment, donc c'est un peu plus sur le tas, hein, vraiment. On voit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc on a récupéré une cuisine qu'on a mis directement dans notre buvette qui en fait se construit pareil, hein, petit à petit. Donc ça nous a permis de refaire la buvette. Et en fait à plein d'endroits dans le lieu, on les construit avec ce qu'on récupère tout sur le moment. Là pour le coup, justement, on a une méthode, on va dire, mais c'est très organique. Ça peut être dupliqué, mais par contre, là, sur ce genre de choses, nous, on valorise pas en fait ce travail-là. Enfin, il est valorisé par le lieu, donc le lieu parle de lui-même, mais par contre, c'est pas, voilà, on retrace pas ces expériences-là, malgré le fait qu'on le fasse, parce que on a bien conscience que justement c'est une économie de moyens, une économie d'énergie. De toute façon, tu l'intègres. Oui, Tu l'intègres dans la façon de faire. Et en fait, tu vois, tu dis qui sont les personnes habilitées à faire ça. Ben, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de réglementation là-dessus. Donc on ne peut pas te dire, ah, moi je suis habilitée à faire ça. Non, tu sais le faire, tu intègres le fait de le savoir ou pas. Oui, mais il y a quand même un méga problème maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Macron, 10 jours après le déconfinement, a fait passer toute une série de lois sur les habitats précaires, sur les tiny houses, sur les yurts, sur justement le genre de choses que vous faites pour tout normaliser et pour vous empêcher de faire ça, quoi. Ouais. Comment vous vous débrouillez? Vous êtes tous finalement, vous êtes tous en dehors de la loi. Là, il n'y a pas de cadre légal pour ça, hein, pour la déconstruction. Donc, pas pour l'instant. À la merci d'un maire ou d'un préfet qui décide d'envoyer des bulldozers. Non, alors lui, il travaille avec des constructions, comment on dit, légères. On appelle ça des constructions légères dans la loi, hein, c'est légiféré comme ça, une construction légère. Nous, non. Nous, on démonte des choses, donc elles ne sont plus. Une fois qu'on est parti, ça n'existe plus puisqu'on a fait de la déconstruction. Après, on vend les matériaux ou on donne, qu'on ne s'est pas vendu parce qu'il faut se débarrasser. Et les gens qui les construisent pour eux-mêmes. Donc c'est leur projet, c'est pas le nôtre. En fait, il faut avoir un propriétaire du terrain. Et quand même avoir l'accord de la mairie. Ah oui, bien sûr. Pour les gens qui construisent, mais ils construisent chez eux. S'ils ne veulent pas de vous, maintenant ils ont la loi avec eux. Voilà, mais ça c'est les maires qui ont récupéré le droit de donner une amende aux constructions légères, précaires. Justement par rapport à ça, ce qui est quand même un peu particulier là où on est, justement, ça donne à voir d'autres peut-être possibilités. C'est que nous, on loue sur le terrain du Grand Port Maritime.
Donc on n'est pas soumis aux règles d'urbanisme classiques, on est soumis aux règles du port. Et il n'y a pas vraiment de règles sur les constructions. Donc en fait, en réalité, on fait un peu ce qu'on veut. Moi j'exagère, hein, je tire un peu le... Mais quand on va trouer le conteneur et rajouter une fenêtre, on ne va pas faire une DP ou un permis de construire. Quand on rajoute un conteneur même dans l'association, on ne fait pas tout ça. C'est très particulier. Hein. Très particulier. Mais du coup, ça nous a donné à voir que finalement, là où il pourrait y avoir des solutions à ça, en tout cas ces manières de faire, c'est justement en termes de cadre juridique du foncier. Et donc ça, on a mené avec d'autres membres de l'asso via le concours, là pour le coup plus archi européen, un projet à Marne-la-Vallée où on a proposé un projet qui traitait finalement sur le foncier. On appelait ce projet-là des prises et la mécanique qu'on a démontré, c'était donc pas du tout un projet de construction. Donc pour un projet d'archi, ça fait un peu bizarre, mais donc on a développé un processus qui mettait en place une manière d'utiliser un foncier qu'on allait déterminer. Donc à Marne-la-Vallée, le cas était un peu particulier, c'est qu'à Marne-la-Vallée, dans l'endroit où on se situait, c'est des paysages qui sont très maîtrisés, c'est la pelouse tendue et compagnie. Donc on a déterminé des zones qui étaient un peu en marge. On a fait ce travail d'analyse de foncier. Et sur ces zones-là, en fait, ce qu'on a expliqué, c'est que on pouvait très bien presque les intégrer dans un genre de PLU qui aurait une fonction particulière, qui pourrait être dans un sens un laisser-faire, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre cette économie de la collectivité pour passer pour qu'il y ait quelqu'un qui tourne le gazon, du coup là on enlève un emploi, mais on remet une nature, enfin on redonne une variété de nature différente, une nature sauvage qui d'un coup revient dans un endroit qui est maîtrisé. Ça c'est quand il y a, on va dire, pas de Là, il y a besoin, pas de voilà. Et s'il y a des besoins et qu'à un moment donné la ville, forcément avec les mouvements sociétaux, il y a plus d'habitants et donc il y a un besoin de logement, on va créer des logements temporaires dans ces espaces-là. Il y a un besoin de travail de tel, on va créer et quand il n'y a plus besoin, ça se défait et en fait cette histoire de zone un peu tampon, ça aujourd'hui ça nous manque cruellement dans la fabrication de la ville. C'est justement ce qui peut permettre, et c'est là où on peut associer les deux, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelque chose de cadré dans lequel on est, la manière dont on construit les villes aujourd'hui c'est très cadré. On peut très bien même à l'intérieur de ce cadre-là, pas forcément tout démolir pour tout reconstruire, mais en tout cas y insérer des poches un peu de liberté qui permettraient de pouvoir encaisser justement ces variations et être un peu plus flexible sur justement toutes ces choses qui nous contraignent quand on le fait un peu sur le tas, quand on le fait un peu comme ça, quoi. Après, les constructions temporaires aussi, je pense qu'il y a aussi une histoire de réglementation du temps. Hein. C'est temporaire, c'est un certain temps. C'est 3 mois? Là, en tout cas, encore une fois... Au-delà d'un certain temps, après, le maire, il faut dire effectivement, comme disait Sylvie, au-delà de la notion de temporaire, qui est cadrée, juridiquement aussi, je ne sais plus si c'est 3 mois ou 5 mois, ou je sais plus. Au-delà de ce temps-là, il faut l'enlever, quoi. Donc tout est comme ça, un petit peu en sursis. On peut essayer, en faire des choses, on tâtonne, mais ça peut être, détruit. Oui, après, justement, dans la proposition de projet qu'on avait faite, l'organisme qui gérait après ces terrains-là, ce foncier-là, c'était, la collectivité devait être partie prenante, sinon ça ne marchait pas en fait. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une personne de la collectivité, des personnes qui représentent justement les besoins des habitants, quelque chose qui soit un peu plus mixte, qui permettrait de pouvoir faire les choses, simplement d'être dans l'action. Et la collectivité a forcément, doit être là pour pouvoir être là comme ce qu'elle devrait l'être, c'est-à-dire facilitateur en fait, permettre d'eux. En plus. Oui.
facilitateur, en plus de tolérer, c'est aider. Ben oui. Ça, c'est Thoreau qui, avec son ouvrage Walden, où il expérimente son cabanon, là où il est un peu loin de tout, il a observé les Indiens. C'est du 19e. Donc il a beaucoup observé la façon dont ils vivaient. Alors ils appellent ça les wigwams, je pense. C'est des branches et après des peaux ou des tissus, voilà. Et en fait, il dit mais il y a un niveau de confort là-dedans. Chaque famille, je ne me souviens plus comment ils s'appelaient ces Indiens-là. Chaque famille de ces Indiens-là avait leur maison. Quand il bougeait, il le dépliait, il partait, il le remontait. Et il disait le niveau de confort. Et en plus, bon, lui, il était très attaché à ces choses-là, à la terre, tout ça. Donc il disait, en plus, il n'y a pas de dalles. Donc ils sont à même la terre. Donc il y a ce lien avec la terre. Et en plus, les pots, elles sont posées comme ça. Et puis après, un autre bout de pot en haut. Et c'est ventilé, en fait, en partie haute. Et dit, donc c'est ventilé naturellement. Il fait super bon, c'est ça. Et donc, bon. Tout ça pour dire qu'il disait qu'il y avait ces populations-là, comme ça, un peu en bordure des villes. Et il disait que c'était, c'est sa théorie, il disait que c'était strictement nécessaire et qu'une société qui ne peut plus tolérer celui qui vit différemment, c'est une société qui est vouée à disparaître ou à imploser. Et on le voit aujourd'hui avec les ZAD, tu vois, les campements. Donc il y a des énormes problèmes dessus. Il y a des gens qui construisent des choses et après il y a la police qui arrive et qui le défait. Il y a les campements des migrants, Calais, Sangatte, etc. Ils arrivent là et construisent quelque chose. Il y a même des archis qui sont allés construire avec eux. Il y a Bouchin, il y a Cyril Lanape qui fait un gros travail là-dessus avec Actes et Cité, je ne sais pas si vous connaissez. Très beau travail. Il a monté une chaire à l'école d'architecture de Belleville. Je crois que c'est ça, ouais. L'école d'architecture de Belleville. Il appelle ça risque majeur. Il dit, ces gens-là, finalement, ils font leur construction éphémère, fragile, vulnérable, comme on appelle comme on veut. Elle est là. Ils habitent dedans. Ils ont ça sur la tête. Ils ne sont pas dehors, tu vois. Et en fait, lui, il dit, par contre, ça comporte des risques. Les éboulements, les inondations, bon, tout un tas de problèmes, le feu. Et donc, lui, il est là juste pour border un peu ça. Pas pour leur dire, ah non, mais vous, il faut un truc comme ça, machin, je vais tout dessiner un projet. Non, les gens, ils font. Lui, il note. Il va voir comment ils font pour attacher, il trouve des astuces, les gens avec des bâches, des trucs, des machins de bouts de ficelle. Lui, il prélève un peu ça avec ses étudiants et il les aide à juste à éviter les choses les plus dangereuses, quoi. Donc tu vois, donc il est juste dans ces trucs-là. Donc il a fait un travail à Calais, bien sûr. Il est à Mayotte, là, dans les bidonvilles avec ses étudiants, en train de faire un travail avec eux parce qu'ils sont vraiment dans des bidonvilles incroyables. Il y a des bidonvilles en France, il faut le savoir, on ne les voit pas tout le temps, mais il y en a. Et du coup, voilà, jusqu'où nos pouvoirs publics ils tolèrent ces habitats pauvres, ces bidonvilles, ces campements de migrants, ces ZAD-là qui sont des zones à défendre, qui construisent, les jeunes construisent des choses ensemble. Ils font ville, tu vois, on parlait de faire village. Ils font ville ensemble. Ils arrivent, ils construisent, ils défendent quelque chose et en plus, souvent avec très peu de ressources, avec très peu de moyens, ils inventent un vivre ensemble, quoi. Et après, on arrive, on détruit tout, on passe le bulldozer. Et voilà, c'est les paradoxes de ces constructions-là. Donc vous n'êtes pas dans le campement des migrants, de tout comme ça, mais il y a aussi cette notion de vulnérabilité. De savoir qu'un jour, il y a un maire qui arrive, qu'il n'est pas d'accord, qu'il envoie la police et qu'il casse tout, quoi. Donc il y a ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Mais j'ose imaginer que la réglementation, la jurisprudence va petit à petit évoluer dans le sens de
de ces zones-là qui existent. On ne peut pas dire qu'elles n'existent pas. Les bidonvilles sont là, les campements des migrants ils sont là, tu vois, les nomades, il y a les nomades aussi, on n'a pas parlé de ça, mais question des nomades. Donc toutes ces choses-là, elles vont forcément évoluer, je ne sais pas dans quel sens. Oui, c'est un rapport de force et en fait, il ne faut pas être trop pessimiste non plus parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été faites, qui ont évolué grâce à ça. C'est-à-dire, par exemple, dans l'évolution des lois, parfois sur les squats, l'évolution, la ZAD, des ZAD qui réussissent à faire changer un projet, par exemple, à l'Est parisien, l'extension de Walt Disney. Oui. Bon, bah ça c'est pareil, c'est abandonné. Europa City. Eh ben, c'est un rapport de force. Et le rapport de force, à un moment donné, hop, il va parfois dans le bon côté. Donc il ne faut quand même pas non plus. Moi je crois beaucoup à cette idée qu'on est quelque part. C'est à la fois amusant, intéressant, et puis parfois c'est intelligent, puis parfois ça bouge, ça fait bouger un petit peu des décisions politiques et tout ça. Donc c'est un rapport de force avec des administratifs qui parfois sont pas méchants parce que c'est juste des administratifs et puis voilà, il faut leur donner les idées, hein. Il faut leur montrer que ça peut aller dans ce sens-là, hein. Parce que autrement, si on avait par exemple pour Europa City, tout était comme sur un tapis roulant, c'est-à-dire que tout était prêt depuis des années. C'était c'était une logique, un déploiement des choses. Et en fait, c'est une bande de couillons qui, au dernier moment, interviennent, prennent la place, etc., proposent des projets alternatifs. Et ben, en très peu de temps, ils ont fait basculer le truc. Donc, c'est quand même pas mal. C'est une petite chose, quand même. Parce qu'autrement, si on est dans la position de dire oui, à chaque fois, la police reprend le truc. Elle le fait. Oui, mais bon, pas Mais toujours. je pense que si j'y croyais pas, je ne ferais pas ce que je fais ici. Je crois quelque part. Mais ça va pas très vite, quoi. Ça va pas très vite. Et puis les plus vulnérables, ils sont là encore, hein. Ils sont plusieurs millions dehors. C'est pour ça qu'on essaye de faire avancer avec notre façon de voir les choses. Mais, voilà. J'ai envie de boucler le boucle avec quelque chose juste le cercle, de fermer le cercle parce que tu avais commencé avec ces maisons bulles et je voulais juste terminer peut-être sur ce qu'on avait été en train de se dire parce qu'on connaît Antilo Vague et c'était quelqu'un qui n'avait pas le droit en fait de construire ces choses-là et il les a fait quand même. Et en fait, maintenant, ces maisons sont des monuments de France. Et puis, à un certain moment donné, il avait des problèmes. On disait, ben, vous n'avez pas mis des tuiles, en fait, sur vos maisons bulles. Et puis, du coup, il a mis quelques tuiles comme ça, comme des petites étagères, etc. Des choses un peu ridicules. Alors, je pense qu'il faut oser. Moi, je me souviens que je suis venue en France. Mon plus grand rêve, c'était d'avoir une maison en paille et c'était quelque chose qui, à l'époque, c'était impossible. Les gens me regardaient comme si je délirais totalement. Et maintenant, c'est quelque chose, on voit quand même assez souvent dans la région où j'habite. Alors du coup, les choses, ils évoluent et je pense qu'il faut vraiment choisir, si on peut choisir, on a ce luxe-là de choisir où on peut vivre, de trouver des endroits où des situations où c'est plus malléable, où il y a une communauté qui va dans cette direction-là. C'est les seuls d'essayer d'être astucieux, d'être un peu comme l'eau et de voir là où les choses sont encore possibles et de oser. Merci.